Dans cette vidéo, étudions deux applications des lois de Kepler, la loi des orbites et la loi des périodes. Alors, application de la loi des orbites sur le problème des orbites de transfert de Hohmann. En 1925, Hohmann a contribué à l'étude des mouvements spatiaux en imaginant des trajectoires optimum en énergie pour passer d'une orbite basse à une orbite haute avec une orbite de transfert optimum en énergie. Avec deux impulsions, on peut faire passer un satellite situé sur une orbite circulaire autour de la Terre d'une orbite basse vers une orbite haute, côté OH, et ce transfert se fait avec un coût énergétique minimum. Lors de ce transfert, on peut produire trois situations ici qu'on va demander d'analyser au regard des lois de Kepler. Donc ici l'orbite de transfert numéro 1, rouge, l'orbite de transfert numéro 2, circulaire, verte, et enfin une orbite elliptique, l'orbite de transfert numéro 1, qui est elle aussi elliptique, l'orbite de transfert numéro 3. Et donc l'idée, ça va être de se dire, tiens, quelle est l'orbite qui peut correspondre à une orbite de Hohmann? Comme on a une impulsion au départ et une impulsion à l'arrivée qui sert à stabiliser et à aller sur l'orbite haute violette, entre les deux, on est soumis à la seule gravitation, donc entre les deux, le mouvement est soumis aux lois de Kepler. Les lois de Kepler nous disent qu'à ce moment-là, le corps attracteur se trouve au foyer et que la trajectoire est une ellipse dont ce corps attracteur occupe la position de l'un des foyers. Alors une ellipse, c'est quoi? Géométriquement, une ellipse, c'est un cercle écrasé avec un grand axe et un petit axe. On note L le demi-grand axe, et on a donc deux foyers, d'autant plus excentrés que l'ellipse est aplatie. Mais en plus, géométriquement, ces foyers sont tels que un point de l'ellipse, la distance d'un point de l'ellipse à chacun des deux foyers, la distance totale, est égale à 2L. Du coup, on a une particularité, c'est-à-dire que si on trace un cercle de rayon L, et qu'on place ce cercle à l'un des foyers, eh bien on vient couper l'ellipse exactement au niveau du demi-petit axe. De la même façon, si on trace un cercle en haut de ce demi-petit axe, on va couper le grand axe en deux positions que sont les foyers. Alors avec ces considérations, on va expliquer, mettre en évidence pourquoi certaines orbites ici ne sont pas retenues. Donc nous avons nos trois orbites et on va considérer l'orbite numéro 1, qui est une ellipse ici en rouge. On dessine un cercle, un semi-grand axe, le cercle est de rayon le demi-grand axe, on le décale ici sur la position du satellite indiquée par la flèche, qui se trouve être aussi la position où se trouve le demi-petit axe. On détermine la position des foyers à l'intersection avec le demi-grand axe rouge placé précédemment. On a donc les deux foyers. On remarque que la Terre n'occupe ni l'un ni l'autre de ces foyers. En effet, la Terre est centrée, alors que les foyers sont par définition excentrés. Donc on ne retient pas cette trajectoire. Étudions maintenant la trajectoire circulaire notée au T2. C'est une ellipse particulière et la particularité que les deux foyers sont confondus, puisqu'ici il n'y a ni grand axe ni petit axe, puisque les deux axes font la même dimension. Les deux foyers sont donc au centre. On voit que la Terre n'occupe pas le centre de ce cercle, et du coup cette trajectoire ne peut être retenue puisqu'elle ne satisfait pas à la première loi de Kepler. Enfin, dernière trajectoire, cette ellipse, on va lui tracer son grand axe et son petit axe, un cercle de rayon, le demi-grand axe, et on va décaler ce cercle sur la position de la Terre. Là, on observe que ce cercle vient couper le demi-petit axe, et du coup, notre Terre se trouve bien au foyer de cette ellipse. On retient donc cette trajectoire comme correcte. Alors, au bilan. Si un élève de terminale aborde ce problème, est-ce qu'on va aller aussi loin dans les explications? Non. Il faut retenir qu'une ellipse a des foyers. Comme elle a des foyers, ces foyers sont d'autant plus excentrés que l'ellipse est aplatie, sauf pour le cercle, auquel cas les foyers sont au centre. Donc là, éliminons la courbe rouge. La Terre est au centre, elle n'est donc pas sur une position excentrée, elle ne peut pas être sur un foyer. On élimine l'orbite rouge. Pour l'orbite de transfert numéro 2, eh bien,
c'est un cercle, donc les foyers sont au centre, la Terre est en position excentrée, en tout cas elle n'est pas au centre de ce cercle vert, donc on ne retient pas l'orbite de transfert numéro 2. On retiendra donc l'orbite de transfert numéro 3 par élimination des deux autres. Maintenant, si on veut aller sur l'orbite de transfert numéro 3, on dira que c'est une ellipse écrasée et que la Terre est de position excentrée sur le demi-grand axe, et donc cette description correspond à ce qu'attend la description de la première loi de Kepler. Du coup, on retient cette orbite numéro 3. Alors maintenant, voyons une application de la loi des périodes. On va la vérifier d'une part et extraire des mesures la masse de la Terre. Alors pour ça, on va s'appuyer sur des données satellites. Ces données satellites vont nous permettre de calculer la constante de la loi des périodes. Cette constante, je l'ai notée K, et dans le cas de mouvement circulaire, K peut être assimilé à la grandeur 4 pi carré sur grand G masse de la Terre. T étant la période de révolution et L la longueur du demi-grand axe. Donc si on veut faire ça, on a tendance en physique à modéliser. Et la modélisation la plus simple, c'est une modélisation sous la forme de droite. Donc pour bien visualiser que cette loi est valide, on va chercher à transformer notre expression de la loi de Kepler en une droite. Ici, on a une particularité, on va avoir B égale à 0. Donc à ce moment-là, on aura une droite qui sera linéaire, c'est-à-dire qui passera par 0. En effet, si on transforme l'écriture avec son premier terme, on met en évidence que t carré est égal à k fois L en cube. En cherchant des valeurs carré et L cube extraites des données des satellites, ici 4 satellites que j'ai choisis au hasard dans la liste, eh bien on va calculer et assimiler t carré à la valeur y, L cube à la valeur x, et on se retrouve à ce moment-là en traçant les couples t carré et L cube dans un tracé qui va correspondre à une droite. On pourra en faire une modélisation par régression linéaire. Régression linéaire, ça veut dire équation de droite infinie. Normalement, la valeur b devrait être égale à 0 dans cette régression linéaire, et son coefficient directeur, ça sera notre grandeur k. On peut faire ça à l'aide d'un langage de programmation, comme Python, qui va traiter les couples de points et en faire des modélisations. On peut le faire à l'aide d'une calculatrice ou d'un tableur, traiter numériquement le problème, voire de faire la régression linéaire. Et on peut le faire avec un graphique construit à la main sur papier millimétré, en extraire l'équation de droite et les grandeurs attendues. Là, j'ai choisi de vous présenter une version tableur, puisque c'était assez pratique. Donc, on prend les 4 satellites et on doit extraire des données. On doit extraire la donnée de T, la période, et la donnée du demi-grand axe. Donc ici, on va avoir la Terre et on nous donne l'apogée et la périgée. Donc l'apogée, c'est la distance la plus longue. On remarque aussi qu'on nous donne la période en minutes et le semi-major axis. Alors attention aux données, en effet, le périgée est la distance la plus courte entre la Terre et le satellite, et l'apogée la distance la plus longue. Mais ici, les données sont en altitude, sont exprimées en altitude, alors que dans la définition de l'apogée et de la périgée d'une trajectoire elliptique, c'est la distance au foyer qui est donnée. Donc faire très très attention aux valeurs indiquées. Est-ce que ce sont des altitudes ou est-ce que ce sont des distances par rapport au centre de la Terre? Ici, on nous donne directement cette distance, c'est le semi-major axis, c'est notre demi-grand axe, 29 600 km. Donc il faut faire gaffe parce que autant là, 23 000, 26 000, on pourrait se dire c'est proche, on peut remarquer que les distances sont très différentes pour d'autres satellites, ici 400 km comparativement à 6800 km. Donc, une fois qu'on a repéré ça, on va extraire deux données. Le semi-major axis, donc notre demi-grand axe, on va l'exprimer en mètres parce que derrière on voudra en déduire la masse de la Terre et donc il faudra travailler en unité légale. Et la période exprimée en secondes. Donc là, pareil, vigilance, les données sont en minutes. Donc vous pouvez bloquer la vidéo, faire l'extraction des données ici, et puis traiter ça avec un tableur pour vous entraîner. Bon, je vais présenter les résultats immédiatement. Alors, dans l'organisation, on va avoir les données récupérées semi-major axe, notées L, la période notée T, et dans le travail, on peut convertir au fur et à mesure des calculs, ici L cube en mètres et T carré en secondes, ce que j'ai choisi de faire. Et enfin, on va pouvoir calculer le coefficient K, ou bien modéliser la relation T carré L cube par une droite qui va nous donner le coefficient K. Enfin, une fois qu'on aura obtenu K, on pourra utiliser la loi de Kepler pour vérifier que la masse de la Terre, pour déterminer la masse de la Terre et vérifier par rapport à une valeur de référence que cette masse de la Terre est correcte. Alors ici, présentons les résultats.
On a donc mesuré L et T. L, je l'ai converti en mètres, et T, je l'ai laissé en minutes. J'ai fait la conversion lors du calcul de T carré. On trace le graphique, et on fait une modélisation en faisant une régression linéaire, et on trouve ici la courbe d'équation Y égale 1 10 puissance moins 13x. Donc on a un coefficient de détermination de 1, il faut qu'il soit supérieur à 0,99 pour que la modélisation soit valide au regard des mesures prises. Donc là, on peut dire que notre lobe Kepler est vérifié. Alors ça se voit pas très bien parce qu'on a 3 satellites d'orbite basse très proches, et du coup les points sont confondus, donc visuellement c'est pas terrible. Alors on va le faire par le calcul, en appliquant donc cette relation et en extrayant du rapport T carré sur L cube la valeur de K. Quand on fait ça, eh bien, on peut en tirer une valeur de K moyen, et par le deuxième terme, K égale à 4 carré grand G sur masse de la Terre, eh bien, on peut extraire M, la masse de la Terre ici dans l'expérience, qui sera égale à 6,0010 puissance 24. On peut calculer les incertitudes type sur chacune des mesures. La mesure de K, on extrait l'incertitude type par traitement statistique des 4 valeurs précédentes. Et l'incertitude sur la masse, on peut l'obtenir par propagation des incertitudes sur la formule qui est donnée. Donc j'ai réalisé ces calculs, mais maintenant l'idée, une fois qu'on a tout ça, c'est de savoir si on a quelque chose de cohérent. Est-ce que c'est satisfaisant comme travail pour déterminer notre masse de la Terre? Pour cela, on va calculer la gourance. Ça va plus 0G aussi, selon les ouvrages. Donc en fait, on va comparer la valeur expérimentale à la valeur de référence. Donc on va comparer l'écart par rapport à l'incertitude de l'expérience. Ça va nous permettre de qualifier au regard de l'incertitude de nos mesures, est-ce qu'on a trouvé quelque chose qui est satisfaisant. En gros, en fonction de l'incertitude type, on va pouvoir savoir si la valeur de référence, au regard de cette incertitude type, de ces erreurs de mesure qu'on a eues dans notre expérience, est-ce qu'elle est satisfaisante. Alors, pour ça, il faut se rappeler que la valeur en fait de mesure, elle est distribuée en valeurs aléatoires. Ça suit ici une distribution gaussienne de paramètres l'écart type. L'écart type étant ensuite transformé en incertitude type lorsqu'on fait des mesures. Et donc ici, l'idée c'est de regarder où se trouve notre valeur de référence. Alors notre valeur de mesure, c'est centré sur la gaussienne, la courbe, c'est pas une gaussienne. Et ensuite, si on est à un écart type, sigma, ou à deux écarts types sigma, on peut prétendre à ce que la valeur soit probablement à 68% de chance dans ces intervalles. Maintenant, on connaît une valeur de référence. Et cette valeur de référence, on constate que, elle se trouve ici dans cet intervalle. En fait, la valeur de la gourance nous donne le 0,84, c'est-à-dire 0,84 incertitude type. On est à moins d'une incertitude type. Et donc, là, on est pleinement dans l'intervalle de confiance, on est proche de notre valeur mesurée. Donc notre valeur de référence et notre valeur mesurée étant proches, on peut conclure qu'on a une expérience ici qui est satisfaisante. Est-ce qu'elle est précise? Ça, c'est un autre débat. Mais au regard des données que l'on avait, du traitement numérique que l'on avait, on a trouvé expérimentalement une valeur de masse de la Terre qui est satisfaisante comparativement à notre masse de référence et comparativement à l'incertitude que l'on a générée dans notre traitement des mesures. Donc là, tout le monde peut être content. On a bien validé cette masse de référence grâce à l'intermédiaire de la gourance, là, ce rapport particulier, qui n'est calculable que si on a une valeur de référence, évidemment. Moi, j'espère que ça vous a éclairé. Vous pouvez reprendre d'autres données de satellites, avoir plus de mesures, du coup vous aurez peut-être des incertitudes types qui vont évaluer. Et dans une autre vidéo, je présenterai la façon de calculer des incertitudes, soit de type A, statistique, soit de type B, sur une mesure. Et puis je présenterai également ce calcul de gourance là pour voir comment on peut le discuter.